Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Sur le plateau de Cultura, deux écrivains qui nous arrivent de la Relico, il faut dire, la 7e édition de la Relico, qui vient de fermer ses portes aujourd'hui même, 21 septembre, voilà, la Relico vient de fermer ses portes et on connaît aujourd'hui les récipiendaires du prix Jean Malonga. Et sur ce plateau, nous allons recevoir deux écrivains qui ne sont pas les moindres, qui ont répondu à l'invitation de la Relico, la rentrée littéraire du Congo. Nicole Bala, qui nous arrive avec Le silence des infortunes, publié aux éditions Les Lettres Mouchetées. Bonjour Nicole. Bonjour Gérard. Merci déjà de répondre à cette invitation de Cultura et merci déjà pour ce très beau roman qui nous arrive, Le silence des infortunes. On va partager autour de ce roman, il faut dire qu'il vient de recevoir le prix Jean Malonga de cette 7e édition de la Relico, la rentrée littéraire du livre. Il faut dire aussi qu'il y a eu d'autres, comme Juste Mandela également, qui vient de recevoir le premier prix de cette 7e édition. Et à ma gauche, il faut dire Huguetta, qui nous arrive avec l'Odyssée d'Antio Lanko. Bonjour Hugues. Oui, bonjour. Ça va bien, merci. Déjà là, l'Odyssée d'Antio Lanko, publié aux éditions Lettres Mouchetées. Deux auteurs des éditions Les Lettres Mouchetées. Merci déjà Muriel pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Nicole Bala, Le silence des infortunes. Et pour dire un mot à votre sujet, nous dirons que vous êtes originaire du Cameroun, journaliste, romancière et poète. Vous êtes né en Allemagne et vous avez fait vos études de communication et de journalisme en France et au Japon. Et puis voilà, vous avez poursuivi votre traversée du monde en travaillant dans les continents installés au Congo. Vous avez publié Les calebasses brisées, alors maintenant en 2016, puis Chikunda, puis L'étoile est brisée, puis non, L'étoile est ma demeure, Renaissance africaine 2020, Prichikaya Utamsi, et également vous avez participé à des ouvrages collectifs comme Paroles de femmes, anthologie de poésie sénégalaise et congolaise en 2019 et au Congo en 60. Vous collaborez au magazine africain Amina depuis 1995. C'est pas hier, Nicole. Et Le silence des infortunes est votre deuxième roman. C'est ça. Et voilà, nous allons partager tout à l'heure, comme je dis, sur Le silence des infortunes. Et pour présenter Huguetta, rapidement, succinctement, Hugues, nous dirons que vous êtes poète, écrivain congolais, puis vous avez déjà publié de nombreux ouvrages que je connais très bien, dont Mourir pour naître, aux éditions La Bruyère, c'est en 2003, Une silhouette de poule, aux éditions des Chasseurs abstraits en 2010, Manuscrit de bonheur, brûlé, aux éditions La Doxa 2015, L'os de mes os, édition Stella Maris 2018, et vous êtes lauréat du prix Paul Éluard de la Société des poètes français en 2012, finaliste au prix de poésie Jean Rivet 2017, et vous êtes là déjà, c'est quoi? Histoire et mémoire en 2020. Bon, alors, beaucoup de participation, il faut dire, beaucoup de collaboration, beaucoup de publications. C'est une vraie présence, n'est-ce pas, dans la sphère littéraire. Tout à fait. Et beaucoup de participation également, il faut dire qu'il a. Et je retrouve certaines collaborations qui n'ont pas été mentionnées, puisque déjà en 2008, vous avez aussi participé à Pour Edith. Oui, tout à fait. Eh bien voilà. Ah, oui. Donc il y a des publications dont je n'ai pas vu la mention. Et également, je crois savoir aussi, Huguetta, vous êtes aussi dans Rêve solidaire. Rêve solidaire. Rêve solidaire oui, en oui, 60. Oui, bon, voilà. Fait, oui. Merci beaucoup déjà pour toutes ces publications. Nicole Bala, Le silence des infortunes. Alors, un roman qui m'a, il faut dire fondamentalement, traversé. Eh bien, je vais lire l'incipit de votre roman. Le premier chapitre ou la première partie qui s'intitule Cocotte. Et on sait que Cocotte, c'est l'un des personnages, n'est-ce pas, principaux qui traverse toute l'intrigue, tout le roman. Il m'a encore battu, mâchoire serrée et poings fermés. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Il a perdu l'équilibre et, en tombant, sa tête a heurté le coin de la table. Je me suis précipité. Je l'ai secoué.
J'ai crié son nom, espéré. Ces mots, rien. Prise de panique, j'ai hurlé. Stan, tu ne me fais pas ça. Lève-toi, insulte-moi, frappe-moi de tout ton mépris, de toute ta rage, tout ce que tu voudras, mais pas ça. J'ai crié tout en sanglotant. J'ai mal partout. Stanislas a déchiré ma chair avec ses coups. Il a déchiré mon âme avec ses injures et mon passé, et mon enfance, et mes souvenirs, et l'absence de mon père, et les moqueries des gens du quartier, le regard méprisant des professeurs, et les souffrances de ma mère se sont conjuguées pour m'abattre. Chaîne, tu n'es qu'une chaîne, cocotte, a-t-il éructé. Quelques minutes avant le drame, je l'ai supplié d'arrêter. Je m'arrêterai là, Nicole. C'est très important, n'est-ce pas, très entraînant. Et tout de suite, l'incipit de votre roman, Le silence des infortunes, nous place dans la dimension dramatique qui ouvre ce roman et où on a déjà planté le décor de deux personnages principaux de votre roman. Nous avons Stan, qui est Stanislas Nzinga, et Cocotte, qui est une fille de 16 ans, très belle, qui vit dans une précarité totale, parfaite, il faut le dire, et qui rencontre ce monsieur qu'il a longtemps apprécié, qu'il a longtemps admiré sur le petit écran, parce que c'est une grande personnalité politique, parce que c'est une grande personnalité, n'est-ce pas, du monde des affaires, et on le voit partager de l'argent à la télé, on le voit intervenir dans des grandes affaires, il est très visible, et cette petite, n'est-ce pas, dans son bonne enfance, n'a rêvé que ce monsieur. Et jamais elle ne pensait qu'elle va rencontrer ce monsieur, qu'elle se trouvait en face d'elle. Et la suite, on sait qu'elle va verser dans une espèce de prostitution qui dit pas son nom. Parlez-nous-en, Nicole. Alors, Cocotte est la fille de l'industriel, d'un industriel. Son père a démissionné de son poste à l'UNESCO pour se lancer dans les affaires. Donc, il crée une usine de fabrication de lait en poudre qui devient très vite concurrente de Nestlé. Et Nestlé, au milieu des années 90, quand survient, j'oublie toujours, c'est pas l'ajustement structurel, la dévaluation. Voilà, quand survient la dévaluation du franc CFA, alors l'industriel qui est le père de Cocotte va fixer le prix de son lait à 1400. Et à 1400 francs. Et Nestlé va riposter en mettant sur le marché un lait qui coûte 1000 francs. La concurrence est là, elle est nette en fait. Voilà, et donc tout le monde se rue sur le lait de Nestlé. Et très vite, le père de Cocotte se trouve en difficulté. Il est obligé de se séparer de la moitié de ses collaborateurs au début. Et puis, très vite, il met la clé sous le paillasson. Oui. Et il entreprend donc de regarder le phénomène Nestlé de près. Pourquoi ce lait étant prisé par la population? Il envoie des échantillons à l'étranger. Et là, on découvre le poteau rose, c'est que le lait de Nestlé n'a pas de protéines animales. Et donc, le père de Cocotte va donc porter plainte contre Nestlé. Il remporte le procès haut la main, mais Nestlé refuse de payer ce qui lui a été demandé, le préjudice. Il doit payer des milliards de francs CFA. Le père de Cocotte attend en vain, il ne voit rien venir. Pendant qu'il attend qu'on le dédommage, qu'on le paye pour que lui, à son tour, puisse payer ses collaborateurs qui sont partis sans indemnité de licenciement, sans rien du tout, il voit à la télé le président de NAM, le président du pays, qui pose fièrement aux côtés du PDG de Nestlé, qui est venu dans le pays lancer une autre activité, celle de la fabrication des petits sachets de café qui sont vendus dans la sous-région.
Là, il dit, il comprend vraiment que le gouvernement qui avait promis se tenir aux côtés de lui pendant tout le procès l'a vraiment lâché. Il est en train de le lâcher là déjà, oui. Il a lâché. Oui. Voilà donc le père de Cocotte qui se retrouve Voilà. désemparé, Totalement démuni, désemparé, totalement. oui. Il ne sait pas quoi faire. Le gouvernement l'a lâché. Tout le monde l'a lâché. Il voit ses collaborateurs mourir un à un d'AVC, les enfants qui vont plus à l'école. Dans sa propre famille, ça ne va pas. Ses enfants ne vont plus à l'école. Il sait plus à quel sein se vouer. Et un jour, il va s'en aller. Il va se volatiliser. Il va fuir. Parce qu'il ne peut plus faire face à ses responsabilités de chef d'entreprise, d'époux et de père. Il va simplement fuir. Je dis fuir parce que quand on part, on dit au revoir. Mais quand on s'en va sans rien dire, sans se retourner, c'est qu'on a fui. On est parti sur la pointe des pieds. Et comme dit Andela, la sœur de Cocotte, personne ne l'a vu faire ses valises. Il est tout simplement sorti, on ne l'a plus jamais revu. Alors, la famille, après le départ du père, il y a une chaîne de solidarité qui va s'organiser autour de la famille, autour de l'épouse et ses 4 filles. Mais vous savez, on donne aujourd'hui, on donne demain, mais après-demain, on peut ne pas en avoir pour donner, ou on peut même décider de ne plus donner. Donc c'est ce que la famille va faire, elle ne va plus donner parce qu'elle en a marre un peu de donner. Les voisins aussi en ont un petit peu marre parce que, bon, ça dure quand même. Hein, c'est devenu cette générosité-là qui s'étale dans le temps, commence à fatiguer un peu tout le monde. Puis la famille porte un coup de massue sur la famille, sur l'épouse, j'ai failli dire la veuve, c'est pas une veuve, sur l'épouse et ses filles en les mettant dehors. En lui disant, en disant à l'épouse, de toute façon, tu n'as pas de mâle, tu n'as pas d'enfant garçon, allez, fous le camp avec tes filles. Il se pose un problème de succession déjà. Voilà. Donc, la mère va aménager dans un quartier malfamé, Bonabel, où tous les déflatés de l'usine se retrouvent. Elle va prendre une petite maison ivre, petite maison porchée. C'est comme ça que vous la décrivez, maison ivre. Oui. Et voilà, elle va habiter là avec ses filles. Et elle va continuer à solliciter la générosité de l'entourage pour s'en sortir. Puis un jour, il y a Cocotte qui voit sa mère rentrer, les épaules enfoncées, le visage baigné de larmes, qui lui dit « Le Sénégalais a refusé de faire crédit parce que déjà l'ardoise devient très forte, il faut dire, ça ne fait que prendre de l'épaisseur. » Et Cocotte, sans rien dire, dit à sa maman « J'arrive ». Elle s'habille, elle sort, elle va faire comme les autres, comme les autres filles du quartier, comme les copines, comme les filles des copines de sa maman. Parce qu'il y a tantine Émilie, oui, il y a 2 tantines dans le roman qui sont les amies de la maman de Cocotte, des Mérancières, la maman de Cocotte. Donc au petit matin, elle va rentrer fatiguée, mais avec une enveloppe qu'elle va remettre à sa maman. Sa maman est toute honteuse. Sa maman est au bord des larmes, mais elle lui dit « Ma fille, je te bénis, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse aussi, merci. » Et tout. Et Cocotte va prendre l'habitude de sortir le soir. Voilà. C'est un contraste qui dit en même temps une bénédiction, mais également qui exprime un vrai regret, puisqu'on sait déjà socialement dans quel état, dans quelle situation, n'est-ce pas, on place la fille Cocotte, qui n'a que 16 ans, et lorsqu'on lit le titre « Le silence des infortunes », visiblement, on peut créer une passerelle à partir de ça, Nicole. Le silence, alors ce silence-là, qu'elle porte comme une cuirasse, en fait, il s'agit de 3 femmes dans le roman qui sont silencieuses. C'est Cocotte, c'est Émérancia, la maman de Cocotte, et ses 2 copines, tantine Émilie et l'autre tantine Marthe. Donc ce sont des femmes silencieuses, mais chacune d'elles a une relation, a une histoire avec le silence. La première des tantines, elle est silencieuse depuis que son mari a été tué dans le maquis pendant la guerre des indépendances dans ce pays-là.
Voilà, son mari qui était un indépendantiste, qui a été capturé en forêt où il se terrait, il s'est caché par les Français. Il a été abattu et son corps a été traîné jusqu'au village. Et pendant qu'on le traînait jusqu'au village, il s'est blessé, il a perdu un œil. Voilà. Et il est mort, il a été assassiné, il est enterré à la va-vite. On a interdit à la veuve de pleurer. Et depuis ce jour-là, elle est silencieuse. Elle n'a jamais fait le deuil, en fait. Elle n'a jamais fait le deuil. On lui a interdit de pleurer. C'était comme ça. On les assassinait, on les jetait dans une fosse. Vite fait, il n'y avait pas de rite traditionnel, il n'y avait pas de messe, juste, voilà. Il est parti, on referme le cercueil, on referme la tombe, et voilà. Donc ça, c'est... la deuxième. La deuxième, Tantine Émilie, elle est silencieuse depuis qu'on a retrouvé le corps de son mari dans un caniveau. Oui. Il a travaillé chez Cocolet, l'entreprise du papa de Cocotte. Il avait un poste de responsabilité dans cette entreprise-là. Et puis... quand il est licencié, sans être dédommagé, il se porte très très mal, ça va très très mal, il est très très mal, il commence à boire. Il commence à faire le pitre dans les cabarets, dans les bars du quartier. Voilà. Donc tous les soirs, c'est la même histoire, il sort, il se rend à Écambar. Donc, et là, après une ou deux bières, il danse en racontant l'histoire de Cocolet. Il raconte l'histoire de David et Goliath, donc l'histoire de l'entrepreneur, le père de Cocotte, qui est David dans l'affaire, et de Goliath, qui est donc la multinationale, la toute-puissance multinationale, qui a été un rouleau compresseur. Voilà. Donc un jour, on l'a retrouvé dans les caniveaux. D'accord. Alors, Nicole, il faut dire que c'est un roman qui est maillé de beaucoup de poésie. Il faut dire déjà, comme je l'ai mentionné dès longtemps, que vous êtes poétesse. Vous avez déjà deux grandes publications en poésie. Et là, il y a une forte présence de cette poésie qui traverse tout le roman. Je vais vous inviter à nous lire un extrait de votre roman. C'est quelle page? 139. Sa page 139. Il pleut. J'aime l'odeur qu'exhale la terre après la pluie. Cette vapeur chaude qui s'élève comme de minuscules fumigènes. Je me colle au barreau de ma minuscule fenêtre pour mieux la respirer. Les gouttes de pluie cognent la toiture, ruissellent le long des murs de la prison, dansent dans la cour et goûtent, formant des flaques tantôt troubles, tantôt limpides et étincelantes sous l'effet des rayons du soleil qui pointent par intermittence entre les nuages. Derrière les barreaux, je médite ma honte et mon désespoir, avec la musique de mon cœur pour toute compagnie. Peu importe le moment, à chaque fois que je regarde la pluie à travers les barreaux, je me sens envahi de paix. Il tombe du ciel une eau cristalline qui lave la terre et les cœurs. Les jours de soleil, il m'arrive souvent de sortir, d'appuyer ma tête contre l'écorce dure et rassurante du safoutier de la cour, de lever les yeux vers ses branches protectrices avec gratitude. Quand ses feuilles murmurent, j'essaie de comprendre ce qu'il cherche à me dire. Je sais bien qu'il ne peut parler, mais je ne peux m'empêcher parfois de me serrer contre lui, d'attendre, d'espérer un mot, en vain. Comment me suis-je retrouvée avec du sang sur les mains quand je ne cherchais qu'à faire survivre les miens? Le cri de ma mère résonne encore en moi. « Non, pas ma fille, laissez-moi ma fille. » Je ne suis pas une fille de Bonabel, non, cela aurait été une belle excuse. Je ne crois pas être marquée par le destin, cela aurait été encore une excuse. Je n'ai pas perdu la raison. Trop facile, je ne suis qu'un être parti à la recherche d'une vie meilleure.
la survivante d'un navire qui a échoué avant d'atteindre les côtes du bonheur. Une embarcation dont la structure s'est rompue sous le poids d'un naufrage que personne n'a vu venir. Merci beaucoup, Nicole. Ben voilà, tout à l'heure, je parlais de cette charge disons, poétique qui, n'est-ce pas, qui traverse toute la trame et toute la narration. Et là, vous venez, n'est-ce pas, de donner l'extrait où là, cette charge, elle est bien présente. Pourquoi avoir fait ce choix J'en suis moi-même émue. Ben merci. Ben pourquoi ce choix de cet extrait, oui? Il y a une raison? Alors oui, il y a une. C'est juste que c'est un extrait qui me plaît parce que c'est au moment où Cocotte commence à se remettre en question. Elle commence à penser qu'elle aurait pu éviter ce qui est arrivé. Elle commence parce que Cocotte, elle va mourir en prison. Elle va mourir et renaître en prison. Voilà. Il y a une prise de conscience en fait. Il y a une prise de conscience. Oui. Oui, et qui travaille beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'elle a rencontré Fyodor Dostoïevski en prison. Quand elle arrive en prison, elle se dit d'abord, elle est heureuse au fond d'elle. Elle dit, je suis enfin libre. Je ne suis plus obligée de sortir le soir pour aller me donner à quelqu'un et recevoir de l'argent. D'accord. Je suis libre maintenant parce que je peux travailler, Oui. Elle commence à travailler en prison, elle travaille dans le verger, elle va travailler dans l'atelier de couture. Voilà, il y a des activités rémunératrices. Elle va se rendre utile. Totalement, oui. Elle va se rendre utile et pour elle, elle est en train de rendre à la société ce qu'elle lui devait, le travail. D'accord. Oui. Et donc, c'est vraiment le commencement de la vie, c'est le début de la nouvelle Cocotte. C'est une nouvelle Cocotte c'est la renaissance de Cocotte. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette partie-là, c'est parce que c'est la partie où elle renaît. Elle va même remettre elle se prend en charge, cause. En fait. Oui, elle va dans la prison, dans le calme de la prison, dans le silence de la prison, elle est face à elle-même. C'est Cocotte en face de Cocotte. Qui suis-je? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je ne me serais pas prise autrement? Pourquoi est-ce que ma mère m'a laissé faire ce que j'ai fait? Jusqu'où va l'exploitation d'un enfant par sa mère? Ma grand-mère était une bayam salam, c'est-à-dire une revendeuse. Ma grand-mère se levait à l'aube pour aller acheter des produits dans les villages voisins pour venir les revendre. Mais pourquoi ma mère aime la facilité? Pourquoi ma mère n'a pas fait comme grand-mère? Pourquoi? Une vraie remise en question, il faut le dire. C'est très intéressant. L'Odyssée d'Antio Lonco, c'est avec Huguetta, toujours les lettres mouchetées. Alors Hugues, rapidement, je vais lire l'incipit de votre roman. Voilà, je suis. Première partie, la passion d'Antio Lonco. Les années 80 témoignaient le mieux de la passion pour la lecture chez les adolescents. Ah, il posait un problème là d'entrée de jeu. Oui. À l'orée de ses 10 ans, Antio Lonco savait déjà profiter de son temps libre pour lire. De cette passion, il se persuadait progressivement de devenir auteur un jour. Je m'arrête là. Déjà, je suis en face d'un auteur. Oui. Et après, on finira par s'interroger si l'Antio Lonco, ce n'est pas Huguetta qui a rêvé toute sa vie de devenir auteur. Là n'est pas le problème, mais parle-nous, disons, de l'Odyssée d'Antio Lonco. Huguetta. Merci pour l'invitation. Alors, l'Odyssée d'Antio Lonco, c'est un roman qui parle d'un roman, donc de l'histoire d'un romancier. Tout au départ, ce jeune que j'ai nommé Antio Lonco, effectivement, est pris de lecture, donc il connaît les bibliothèques. Est-ce que symboliquement le nom a une charge significative dont tu vas expliquer la trame? Oui, c'est symbolique parce que Antio, c'est le petit-fils et puis Lonco, c'est le nom de mon grand-père. Voilà. D'accord. Ah, il y a déjà un côté déjà. Oui, un côté autobiographique, oui, mais bon, pas totalement si on parcourt le livre. Alors, c'est l'histoire de ce jeune qui se passionne de lecture
et il finit par prendre goût à l'écriture, pour ainsi dire. Alors, il produit un manuscrit, et la fin des manuscrits, ce n'est pas la fin du projet. Alors, pour lui, il faudrait bien qu'il publie ce manuscrit-là. Alors, la publication n'étant pas chose facile, il a commencé à se battre pour trouver une maison d'édition, chose qui n'est pas facile. Et déjà, pour avoir le tapuscrit, en consultant un secrétariat pour avoir, pour faire la saisie de son manuscrit, et on lui a demandé une certaine somme à laquelle il n'a pas pu faire face. Et si bien qu'il s'est dit, bon, il faudrait bien que je me lance dans une activité rémunératrice afin que je trouve la possibilité de financer la saisie de mon manuscrit. C'est là où commence le calvaire. Donc il se lance dans plusieurs activités, il est vigile, quand il se rend compte un jour que l'hôpital de référence de sa ville, que j'ai nommé Abessa, il manquait d'ascenseur parce que c'était tombé en panne. Il est allé travailler en portant sur son dos les malades du rez-de-chaussée jusqu'au 2e, 3e, voire le 4e niveau. Alors, en économisant un peu, il n'a pas pu trouver l'argent qui lui était demandé. Il est allé jusqu'à travailler même comme gérant dans un débit de boisson. Ça n'a toujours pas marché, il n'arrivait pas à économiser. Il a été aide-électricien. Tout, c'était... Ah ouais, c'est une vraie odyssée. Je réalise qu'il va, il va de petit métier en petit métier. Alors, et après, on a envie de savoir à la fin, est-ce qu'il réussit à publier son manuscrit? Non, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est montrer tout le côté, en fait. Voilà, cette persévérance, cette endurance que l'on perçoit des gens, qui va et pour faire juste le peu d'économie pour arriver. Et maintenant, on sait qu'on est en face d'un auteur qui a aussi dû vivre, n'est-ce pas, cette traversée. Alors, dis-nous déjà, à la fin, il réussit à publier? À la fin, il réussit à publier, pas par les moyens qu'il voulait emprunter. Oui, il y a un soutien qui arrive. Un soutien, bon, il participe à un concours de littérature, et à travers ce concours-là, il a eu la grâce de voir d'être publié. Voilà, tout à fait. Bon, alors, rapidement, un extrait pour nous aider déjà à la compréhension de... D'accord. Voilà, Je vais choisir à tout hasard. Oui. Bon, je prends la page 15. Peu à peu, Antioloncourt apprit aussi à connaître les auteurs. La lecture des biographies lui fournissait des informations sur les parcours variés des écrivains de renom. Il découvrit les plumes célèbres parties de rien avant de connaître l'ascension. Elles avaient été tantôt abandonnées après le décès d'un parent, tantôt victimes d'une injustice muette après le divorce des parents. Les biographies, souvent marquées par la sueur et les larmes le matin, voyaient généralement une pluie de succès en soirée. Cependant, chez les enfants de parents riches, Antioloncourt découvrait des biographies pauvres. Il y trouvait une littérature brève, axée sur la rébellion des enfants vis-à-vis de leurs parents, car lorsqu'enfance ou adolescence rimait avec opulence, la vie perdait de sa saveur, et le sens de l'effort se noyait dans le fleuve des découvertes. Le futur auteur se rendait donc compte d'un lexique inspirant à la facilité, ce qui l'emmenait à conclure que pour une enfance ou une jeunesse passée dans un château, on grandissait généralement sans mûrir comme il se devait. Donc, merci. Je préfère m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Hugues, alors, un commentaire? Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est juste pour montrer que dans la vie, rien ne se fait au hasard, et puis on ne peut pas réussir sans effort. Donc, comme on dit, le problème n'est pas de tomber, mais de savoir se relever chaque fois que l'on tombe. Donc, c'est un message. Déjà, l'histoire d'un écrivain ici, c'est à titre symbolique, je peux le dire, parce que c'est l'histoire d'un jeune qui veut réussir. Donc, il est question de succès. Voilà. C'est une invitation à la persévérance, à l'endurance. Tout à fait. Voilà, ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Il faut toujours. Voilà. En tout cas, merci Huguetta. Nous sommes là déjà au terme de notre entretien. Nous avons déjà épuisé le temps imparti. Une fois de plus, merci à Nicole Bala pour le silence des infortunes et à Huguetta pour l'Odyssée d'Antioloncourt. Et tous les deux, c'est aux éditions Les Lettres Mouchetées. En tout cas, c'est moi qui vous dis merci, Huguetta et Nicole. Merci déjà. Et certainement que nous aurons plus de temps pour essayer de décortiquer
n'est-ce pas? Plus ample détail, certainement. Ces deux ouvrages. Amis culturels, par ces mots, nous vous disons merci et prenons date pour samedi prochain, 14h30. En tout cas, passez un très bon week-end dans vos familles respectives. À très bientôt. Merci.